Bonsoir à tous les trois, Jean-Charles Brizard, bonsoir. Vous êtes spécialiste du terrorisme et du financement de ce terrorisme, président du Centre d'analyse du terrorisme, un think tank européen. Selon vous, pour couper les revenus de Daesh, il faudrait que l'ONU instaure un embargo ou un blocus sur les territoires gouvernés par Daesh, à cheval sur la Syrie et sur l'Irak. À côté de vous, Agnès Levallois, bonsoir. Vous êtes consultante spécialiste du monde arabe, on vous connaît bien. Vous pensez que pour tarir les sources de financement de Daesh, il faut en priorité arrêter ces convois de pétrole qui partent de la zone contrôlée par Daesh. Et enfin, Olivier Anne, bonsoir. Vous êtes historien islamologue, vous enseignez la géopolitique et l'islamologie à Saint-Cyr Coët-Quidan. Et selon vous, le problème qui consiste à tarir les sources de revenus de Daesh est que l'on fait face à une économie de contrebande, une économie clandestine dans toute la région de l'Irak et la Turquie d'ailleurs. On démarre avec une question d'un de nos spectateurs, Nadia. Il y a beaucoup de questions. Oui, et c'est cette question que j'ai choisie. Les auteurs des attentats de janvier avaient financé eux-mêmes les attaques. Est-il possible que les djihadistes du 13 novembre aient eu recours aux mêmes méthodes? Agnès Levallois, on se souvient que les frères Kouachi avaient monté un trafic de basket, que Amédi Koulibaly avait fait un prêt à la conso. Est-ce qu'on sait si Daesh a un budget aujourd'hui, une enveloppe pour les attentats? Est-ce que c'est budgété tout ça? On peut imaginer que c'est budgété, mais on voit très bien que ce genre d'opération en fait, demande peu de moyens. Ça coûte pas cher. Ça ne coûte pas très cher à organiser. On voit bien que ce sont des opérations qui sont, de ce point de vue-là, en tous les cas, pas très coûteuses. On n'est pas dans le même cas de figure des attentats du 11 septembre, qui là ont nécessité agir un véritable investissement et avec une programmation sur le long terme. Là, on est dans un autre type d'opération qui demande évidemment un budget, mais ça, et Daesh, de toute façon, a de l'argent. Et donc ça, ce n'est pas un problème, surtout pour financer des opérations de cette sorte avec des moyens relativement limités. Alors, on essaie de comprendre de quoi il s'agit, de quelle échelle parle-t-on, et le chiffre est considérable. Alors, le point de départ, notre chiffre du jour, c'est le budget annuel de Daesh, budget pour 2015, oui, 2,5 milliards de dollars. Et un autre chiffre qui est impressionnant, le patrimoine de Daesh, c'est-à-dire la richesse générée par les territoires placés sous le contrôle de l'État islamique, 2260 milliards de dollars. Jean-Charles Brizard, ces chiffres, ils viennent de vous, de vos études. Le Congrès américain est un peu moins précis, ils disent budget entre 1 et 3 milliards de dollars. Juste, comment est-ce qu'on connaît ces chiffres? Est-ce que Daesh publie ses comptes? Ce sont des estimations? Est-ce que cette puissance financière de Daesh est attestée, avérée, certaine? Il y a d'abord des chiffres effectivement internes, des documents internes qui proviennent de Daesh, que ce soit en Syrie ou en Irak. Il y a également des sources locales. On a pu interviewer. Est-ce que c'est pas de la propagande? Non, absolument pas. Non, je poursuis. Donc il y a également des sources locales, des intermédiaires qu'on a pu interroger en Syrie par exemple, en Turquie surtout. Et puis il y a des instituts qui fournissent quand même des chiffres assez précis localement. Ceci dit, pour revenir à un chiffre effectivement qui peut paraître astronomique et qui l'est en effet. Le patrimoine. Le patrimoine, alors théorique. C'est quoi exactement? C'est la valeur, l'estimation de la valeur de l'ensemble des actifs, c'est-à-dire des réserves en réalité de pétrole, de gaz naturel, de phosphate, pour l'essentiel, que constitue le sous-sol, qui est aujourd'hui sous contrôle de l'État islamique. Bien sûr qu'il y a un delta entre ces ressources et la capacité à générer, bien entendu, à partir de ce patrimoine, du revenu. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, notamment en raison des frappes aériennes aujourd'hui. Mais ce patrimoine, Daesh est devenu riche en conquérant. Plus Daesh prenait des territoires riches, plus Daesh asseyait sa puissance. C'est bien la difficulté, on en parlera tout à l'heure, mais si vous voulez, le modèle économique est complètement différent. Al-Qaïda, c'était un modèle qui reposait sur des transferts bancaires. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'argent et qu'il recevait de l'argent de l'extérieur, essentiellement de donations. Là, dans le cas de Daesh, ils ont voulu précisément, et depuis longtemps, ses prédécesseurs, se rendre autonomes. C'est-à-dire véritablement être autosuffisants. Et c'est ce qu'ils ont fait progressivement. Et la richesse, ils la tiennent du territoire qu'ils ont conquis. Donc c'est une question d'assise territoriale. Alors, et qui ne cesse de s'agrandir. Olivier Anne, pour revenir au pétrole, même si le prix du baril de brut a chuté, ils tirent encore à peu près 30% de leurs revenus de l'exploitation du pétrole, c'est bien ça? Oui, mais en réalité, suffisant. Alors c'est suffisant, mais le gros problème dans toute cette région, c'est que c'est une économie de contrebande. On n'est pas dans une économie de guerre. C'est une économie de contrebande, si bien que, même si effectivement le chiffre de 2 milliards est probablement tout à fait exact, tous les partenaires et tous les voisins de Daesh ont tous intérêt à participer à cette contrebande. Si bien que, quand bien même vous pourriez tarir l'une des sources,
l'ensemble des voisins trouvera un biais différent pour s'approvisionner. Et par exemple, le Pour le régime pétrole, de Damas a besoin du pétrole de Daesh. Donc vous voulez dire que Damas achète du pétrole à Daesh, Où les gens qu'il achètent du prétend pétrole, combattre. pas forcément le régime, Oui. mais les particuliers. Si vous faites un road Donc il y a des gens qui viennent si je avec suis leur particulier, jerrycan. Les comment je- intermédiaires. Si vous allez faire un tour en Grèce, si vous louez une voiture en Grèce, vous aurez au moins 2 litres dans votre réservoir qui sera des litres de Daesh. Et c'est extrêmement difficile à contrôler parce que tout le monde en profite. C'est pour ça qu'il faut Donc, absolument un tarir exemple effectivement sur- les sources et d'ailleurs commencer déjà à s'attaquer aux puits de pétrole pour éviter effectivement que la production puisse après être vendue à Mais l'extérieur. avant ça, Agnès Levalois, ça veut dire qu'il faut changer notre imaginaire. C'est pas la zone de terroristes qu'on va bombarder, C'est c'est beaucoup une plus large. vaste zone grise, poreuse, avec laquelle on fait du commerce. On vient de Turquie d'ailleurs et on joue avec eux. C'est avec l'ensemble des voisins qu'il faut organiser la riposte. Ce n'est pas du tout avec des frappes qui ne frappent en général que des raffineries qui ont déjà été frappées, donc qui sont hors d'usage, ou qui ne frappent que des raffineries mobiles. Daesh, depuis déjà 1 an, utilise des raffineries mobiles. C'est 3-4 camions. Vous arrivez sur une zone. En 24 heures, vous faites un piquage sur un puits qui est déjà préexistant mais inutilisable. En 48 heures, vous pompez. Et les si- États-Unis qui bombardent les camions-citernes, ça sert à rien, par exemple? Alors si, parce Ils ont que commencé à le pendant quelques heures, les convois ne passent plus. Ouais. Mais ils repassent 24 heures après. Et ces fameuses raffineries mobiles, une fois qu'elles sont détruites, elles coûtent très peu à remplacer. Alors, Jean-Charles Brizard, on a entendu parler, nous qui ne sommes pas des spécialistes aussi, de sources de financement qui viennent de confiscation de domaines, de maisons, d'extorsions faites aux populations locales, mais aussi de trafic d'êtres humains, trafic de cigarettes, trafic de drogue. Donc il y a un panel extrêmement varié de sources de financement. Voilà, alors pour poursuivre sur le modèle économique, et on en parlait à l'instant, c'est un modèle véritablement diversifié, où il est très difficile d'agir sur un axe dès lors que cette organisation s'appuie sur diverses sources de financement. Mais en effet, pour revenir à votre question, qui était... Vivre sur le territoire, Vivre sur le extorsion de territoire. fonds, impôts, Alors, voilà. entre guillemets, Impôts, révolutionnaires. Ce qu'on a prélèvements, constaté, raquettes. c'est qu'effectivement, les revenus pétroliers sont en baisse. Pas à raison de la baisse du prix du pétrole, mais parce que l'effort de la coalition porte néanmoins ses fruits sur les moyens de transport, sur les moyens de stockage et sur les moyens de raffinage de l'État islamique. Et ils ont compensé progressivement cette baisse de revenus par diverses méthodes sur le plan pétrolier. Par exemple, aujourd'hui, ils demandent aux intermédiaires d'acheter directement le pétrole au puits. Brut et pour éviter les pertes, bien sûr, réduire les pertes. Et puis parallèlement, ils ont effectivement augmenté les extorsions, c'est-à-dire les taxes, les impôts et les confiscations qui pèsent sur la population, sur l'activité économique en général, sur les fonctionnaires. Ils prélèvent par exemple jusqu'à 50% des salaires des fonctionnaires à Mossoul. Donc tout ça... Parce qu'il y a encore une économie, un État, une société qui fonctionne, mais ils Évidemment. prélèvent sur les médicaments. Il y a toujours des pharmacies là où Daesh contrôle, sauf qu'ils prélèvent leurs taxes sur les médicaments, sur les cigarettes surtout. Et les médicaments viennent d'où? Ils viennent des circuits habituels. C'est-à-dire que vous avez de l'argent qui transite depuis Bagdad, vous avez des échanges de produits manufacturés qui sont acheminés depuis le port de Basra, ça monte jusqu'à Bagdad, et même le gouvernement chiite le sait absolument. À travers Ils les savent lignes de que front. Alors Olivier, Ce qu'il faut voir, Anne, c'est oui. qu'on n'est pas dans une situation où d'espèce de bulle de Daesh au milieu Exactement. sur un territoire. Oui, Je crois que l'image qu'on en a ici souvent, Il y a une capillarité avec tous les territoires il y a aux vraiment alentours, une espèce c'est ça. de truc D'accord. qu'on ne sait pas nommer, qui est là sur un territoire, et que c'est Ils sont complètement... inscrits sur la carte Ils du sont monde, sur la carte de inscrits- l'économie régionale. Absolument, et donc ça vit avec tous les réseaux qui sont... à Olivier droite, à Anne, gauche. autre spécificité, semble-t-il, c'est la complexité des transferts d'argent et des flux financiers. Il semblerait qu'ils se fondent aussi sur la Hawala, c'est ça? C'est un système de courtier. Formel. Oui, et puis durant les premiers mois après la conquête de Mossoul, le salaire des fonctionnaires de Mossoul a continué à parvenir aux fonctionnaires de Mossoul, alors que Mossoul dépendait de l'État islamique et ne dépendait plus du gouvernement chiite. Donc c'est ça qui est très étonnant. Mossoul, cette première grande ville conquise Voilà. par Daesh. Deuxième ville. Et le Et- gouvernement et- officiel Et, continuait et à Daesh envoyer en les avait, salaires. et Daesh en avait profité pour piller les réserves Banque de la centrale. succursale de la Banque centrale à Mossoul. Voilà. C'est- Et donc, il y a eu- Expliquez-nous la Hawala dont parle Elisabeth, ce système de transfert de fonds basé sur la confiance.
Alors, je pense que vous êtes plus indiqué. Jean-Charles Brizard. Alors, c'est vrai que dès lors qu'ils ont contrôlé le territoire, ils ont contrôlé des banques. Aujourd'hui, on estime qu'ils 140, contrôlent, hein, ils contrôlent 140 succursales Ouais. bancaires entre la Syrie et l'Irak. L'essentiel de ces banques, fort heureusement, d'abord sont fermées, et celles qui sont maintenues ouvertes sont essentiellement des banques de dépôt aujourd'hui. Elles n'effectuent plus de transactions internationales qui ont été bloquées soit par les institutions centrales financières, soit par les sièges de ces banques. En revanche, il y a des échanges, on le disait tout à l'heure, avec l'extérieur, bien évidemment. Tous les jours, aussi bien Daesh ou les intermédiaires vendent à l'extérieur, et Daesh, bien sûr, achète des denrées alimentaires, que sais-je encore, tous les jours. Ça passe effectivement par l'Awala, qui est un système informel de transfert d'argent qui existe Fondé dans sur ces la pays. confiance, basé sur la confiance. Basé sur la confiance, effectivement. On dépose un certain montant dans un pays et on retrouve le même montant dans un autre pays sans qu'il y ait eu, si vous Sans voulez, traçabilité. transfert électronique. Donc, il n'y a pas de traçabilité. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, ce qui prouve bien l'importance de ces systèmes de l'Awala, c'est que l'État islamique, s'étant rendu compte qu'il y avait ces échanges d'Awala, a décidé de réguler le système sur son territoire. Et donc demande maintenant aux awaladars, c'est comme ça qu'on appelle les bureaux d'Awala, de noter sur un registre l'ensemble des personnes qui reçoivent de l'argent. Parce que ce qu'ils craignent, bien entendu, c'est que des individus à Mossoul, à Raqqa et ailleurs, soient payés par l'étranger pour espionner l'État islamique. Ce qui est intéressant dans le cas de l'Awala, c'est que Daesh, voulant promouvoir un projet idéologique et historique, s'appuie sur une ancienne Awala qui était caravanière du temps de l'islam médiéval. C'est-à-dire que tous leurs actes, leurs gestes économiques, en façade, bien sûr, se masquent derrière un vernis culturel, historique et religieux. De même que la frappe d'une nouvelle monnaie qui a été déjà annoncée en septembre 2014, dont on attend toujours finalement les premières pièces, avait pour but de pouvoir dire aux musulmans de l'État islamique, vous pouvez verser votre zakat, votre aumône, sans utiliser la monnaie des infidèles, la livre. Nous avons notre monnaie. Nous avons une monnaie qui est halal, si je puis dire. Et donc, évidemment, certains musulmans peuvent être tentés par ce qui paraît être l'islam parfait du Moyen-Âge. Mais il y a évidemment tromperie. Oliviane, une question rapide de politique. En levant des impôts et en frappant la monnaie, est-ce que ça fait de Daesh un État ? Ils veulent faire croire qu'ils sont un État, mais est-ce que, théoriquement en apparence un État, mais, excusez-moi, ils se moquent totalement de ne pas être un État selon les critères de l'ONU. Eux, ce qu'ils veulent être, c'est une daoula. Et la daoula, c'est l'État, effectivement, mais c'est aussi la révolution et c'est la dynastie. C'est-à-dire qu'ils veulent s'inscrire dans la durée et dans une révolution islamique. C'est une daoula. Nadia, autre source de revenus, l'agriculture, le coton ? Le coton, alors c'est assez minoritaire par rapport au pétrole, mais effectivement on sait qu'ils ont mis la main sur environ 80% des champs de coton syrien, notamment dans les provinces de Raqqa et de Deir ez-Zor. Et on sait d'ailleurs qu'avant la guerre, la Syrie était un grand importateur de coton, et notamment de coton bio. Donc on imagine la manne financière que ça représente. On estime que la production s'élève à 100 000 tonnes environ aujourd'hui, et l'État islamique en exporte une partie, notamment à la Turquie, encore la Turquie et encore le double jeu de la Turquie. D'après une étude qui a été publiée ce mois-ci par des experts en approvisionnement international de textiles, 6% des importations de coton en Turquie proviennent des champs de coton syriens. Or, la Turquie est aussi le deuxième fournisseur de textiles pour les pays européens et nous. Et c'est vrai que ça fait craindre à certains qu'on soit, nous, amenés ici à porter du coton made in Daesh. Jean-Charles Brizard, vous êtes assez sceptique là-dessus. Vous dites que le risque est minime. Mais la complicité de la Turquie, elle est avérée là. Oui, c'est sur les chiffres qui sont donnés dans cette étude, effectivement, et surtout le mode de calcul qui a été utilisé par l'étude. Nous ne vont pas y venir parce que c'est trop compliqué. Disons que voilà, le chiffre est bien moindre que celui-ci, évidemment. On parle de 100 000 tonnes, ce qui est pratiquement rien. Sur 100 000 tonnes, on a une partie qui est exportée vers la Turquie, en effet. Et on a pu établir que des tisseurs en Turquie, à la frontière, puis ensuite des fabricants de tissus eux-mêmes, se fournissaient de coton qui provient de zones contrôlées par Daesh. Le coton de Syrie est très réputé. Très réputé. Avant la révolution, et en réalité, c'est la loi de l'offre et la demande, si vous voulez. Ces fabricants, effectivement, achètent le coton de Daesh tout simplement parce qu'il est moins cher. Il faut aussi rassurer la population au sens où on ne peut pas vérifier. Qui peut aller vérifier d'où vient ce coton ? Qui peut aller vérifier d'où vient votre litre d'essence ? Symboliquement, c'est très gênant. C'est la difficulté sur des matières fongibles. Le pétrole, c'est pareil. Le coton, le gaz, ce sont des matières fongibles. Dès lors qu'elles sont sur le marché international, il est impossible de tracer ces matières. Il reste peu de temps. Comment lutter contre cette puissance financière ?
Claude ? Peut-être en repérant les complices de Daesh ou ceux qui font commerce avec Daesh à l'extérieur. On a parlé de la capillarité de la zone grise. Il y a aussi des gens plus importants. Vladimir Poutine a peut-être les noms, en tout cas une idée. C'était lundi dernier au G20, le président russe accusait les complices de Daesh. On l'écoute. Nous avons des informations qui prouvent que Daesh est financé par des individus issus de plusieurs pays. Nous avons établi que ce financement provenait de 40 pays, dont certains pays membres du G20. Voilà, soutien, 40 pays, des pays membres du G20. Est-ce pour cela, Agnès Levallois, que l'on n'arrive pas à imposer cet embargo, ce blocus sur les territoires de Daesh ? Ça arrange trop de monde que Daesh existe, y compris chez nous. Mais c'est vrai que ce qui est très compliqué, c'est que comme Daesh est entouré de plusieurs pays avec des frontières qui sont compliquées à surveiller, puisqu'on a des frontières qui sont extrêmement longues, et on a très bien souligné depuis déjà maintenant des mois et des mois la position de la Turquie vis-à-vis de cela. On sait très bien que si la Turquie est amenée à prendre vraiment des positions C'était pas un claires, hasard, ça se passait en Turquie ce bien G20 sûr, et utiliser la Turquie. Et bien sûr, on ne va pas faire très très important sur eux, mais bon. Bien sûr, mais c'est très important de voir qu'il faut effectivement des mesures qui soient prises, mais que l'ensemble des parties prenantes adhèrent à ces mesures pour que celles-ci puissent être appliquées et correspondent à quelque chose et obtiennent des résultats. Et donc c'est vrai que là, on voit bien qu'avec la Turquie, entre autres, la situation est extrêmement compliquée. Vous évoquiez la nécessité d'un embargo ou un blocus sur les territoires Pourquoi ? contrôlés. Parce qu'il faut s'adapter au modèle économique auquel on a à faire face. Et comment impose-t-on concrètement un blocus ? Aujourd'hui, on est sur des mesures qui sont des mesures du passé, qui concernent un modèle économique qui était complètement différent, celui d'Al-Qaïda, encore une fois, avec des transactions bancaires. Donc il y avait un émetteur, un receveur par définition. En l'occurrence, là, il n'y en a pas. On n'a pas ce type de... Donc il faut véritablement... la puissance financière, elle la tient, Al-Qaïda, Daesh, de l'assise territoriale. Il faut assurer le cloisonnement. Qui va décréter ce blocus ? Moi, je prône, encore une fois, un embargo par l'ONU qui puisse être d'abord appliqué par les forces aujourd'hui de la coalition. Par la voie des airs, on peut très bien assurer un embargo, s'assurer que rien ne sorte de l'espace Daesh, si je puis dire, et puis qui également entraînerait des sanctions à l'égard de ceux qui violeraient cet embargo par définition, surtout s'il est appliqué en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Donc ce serait un moyen de véritablement verrouiller ce territoire, parce qu'il est évident que tout ce qui sort de chez Daesh est destiné à enrichir cette organisation. Olivier Hahn ? Tant que vous n'aurez autre moyen qui me paraît l'un des plus essentiels, tant que vous n'aurez pas la garantie absolue que les Arabes sunnites d'Irak auront un jour une partie de la manne pétrolière de l'Irak face au gouvernement de Bagdad, ces gens-là continueront à participer à tous les trafics, de même en Syrie. Donc la pacification et le rééquilibrage ça passe par une solution politique. Ça passe d'abord par une solution politique en faveur de toutes les populations arabes sunnites qui ont été massacrées. Et puis il y a aussi un contrôle peut-être international. On n'a pas parlé aussi de tout ce qui est vente d'antiquités. On sait très bien qu'il y a un certain nombre de... Voilà. Et donc là, on voit bien aussi qu'il y a une capacité pour la communauté internationale à agir sur un trafic comme celui-ci. On est dans le symbole, Bien sûr, mais c'est important aussi pour montrer qu'il y a cette prise de conscience et cette volonté d'agir, parce que sinon ça fait penser aux uns et aux autres que finalement tout le monde s'accommode de Daesh. Donc c'est pour ça qu'il faut s'attaquer, je pense, à l'ensemble des questions. Alors pour bien montrer autre source de revenus marginal, apparemment c'est 3%, pas plus, mais ce sont les donateurs privés, les riches donateurs saoudiens et qataris. Est-ce qu'on les connaît ? Est-ce qu'on connaît leurs noms et est-ce qu'on peut les sanctionner ? On aimerait bien tous les connaître d'abord. Non, mais ce qui est intéressant dans le cas de Daesh, c'est que... Est-ce que la famille royale saoudienne, l'État saoudien connaît les Saoudiens ? Non. D'accord. Non. Qui finance l'islamisme radical saoudi depuis longtemps. Le mouvement fondamentaliste, oui, mais ils ne connaissent pas les pro-Daesh chez eux. Non. Ils n'ont pas intérêt. Il y a des individus. Ça les menace directement, nous n'ayons pas. Il y a eu des révoltes, ils les ont tous réprimés dans le sang. Il y a des citoyens saoudiens qui financent effectivement Daesh. Merci, c'est la conclusion provisoire pour ce soir.